Quelques minutes après l'explosion, au moins 3 immeubles sont en flammes. La déflagration a eu lieu dans ce premier bâtiment à droite de l'écran. Il s'est totalement effondré. Il s'agit entre autres d'une école de mode et de design située rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de la capitale. Nous sommes ici en plein cœur de Paris. L'explosion concerne cet immeuble en rouge. Les flammes se sont propagées aux 2 bâtiments mitoyens situés en face. Plusieurs personnes sont en urgence absolue, d'autres en urgence relative. Ici, les débris continuent de s'effondrer. Les pompiers portent cette femme choquée sur une chaise en osier et les témoins racontent. J'ai entendu une énorme déflagration, donc je suis descendu pour voir ce qui se passait, 100 mètres un peu plus loin. Là, j'ai vu la façade de l'immeuble qui jouxte l'hôpital du Val-de-Grâce, qui était tout simplement en plein milieu de la rue. Une épaisse fumée noire se dégage. Elle se détache au-dessus du Panthéon. Elle est visible du jardin du Luxembourg, tout proche. Ce soir, l'incendie est circonscrit. Un violent incendie, donc qui a été immédiatement évidemment attaqué pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à 2 immeubles mitoyens, qui ont été d'ailleurs sérieusement déstabilisés par l'explosion et qui donc ont été évacués. Les pompiers cherchent ce soir d'éventuelles victimes qui seraient bloquées sous ces décombres. Pour l'instant, les secours sont à la tâche et je pense que c'est important qu'ils puissent le faire dans la sérénité. Un traumatisme, bien sûr, pour les riverains. Ici, ils tentent de dégager eux-mêmes quelques gravats. Ali Afjay nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, urgentiste, spécialiste des catastrophes comme celle-ci. Merci beaucoup d'être avec nous. On est aussi en direct en Skype avec Bertrand Wekel, expert en gestion de crise et ancien pompier également. Merci beaucoup. Et toujours Naïna Yem, journaliste à France Info. Docteur Afjay, on voit qu'il y a une course contre la montre qui a commencé pour retrouver d'éventuels survivants. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y avait forcément des personnes à l'intérieur. Tout se joue maintenant, dans les prochaines heures. Oui, alors pour faire un tout petit peu aussi le point global, il faudrait dire qu'est-ce qui se passe exactement. C'est une explosion, probablement par une combustion, parce qu'on a eu des boules de feu. Il y a certains qui en ont parlé. Ensuite, il y a un blast, c'est-à-dire qu'il y a une explosion. Il y a aussi des débris qui tombent de part et d'autre, et puis aussi des gros gravats. Donc, on se retrouve avec une scène, si vous voulez, qui est un peu très embêtante dans le milieu de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'il y a du gaz, plus du feu, plus de la traumato. Les 3 choses combinées, c'est complexe, c'est difficile. Et donc, il y a parfois des personnes qui peuvent aussi être moins bien un peu plus tard, c'est-à-dire l'effet blast qui fait des lésions internes. Et pour répondre un peu à votre question, effectivement, sous les gravats, il y a des possibilités, mais on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, mieux vaut pas trop s'avancer, ou au moins dire les possibilités qu'il y a. Et donc là, de toute façon, il y a en France quelque chose de formidable qui est le commandement des opérations de secours, c'est-à-dire ceux qui font déblayement, l'incendie, tout ça, qui est généralement un sapeur-pompier, et la direction des services, des soins médicaux, qui sont plutôt un médecin. Et les deux se coordonnent très très bien. Et il y a une chaîne de secours qui se met en place. Et puis, il y a des postes médicaux avancés qui sont généralement placés. Et puis ensuite, il faut évacuer le plus vite possible en ayant d'abord, avant tout, sécurisé les secouristes. Parce que si vous faites du suraccident, donc c'est pour ça qu'il y avait des périmètres qui augmentaient, parce qu'une poche de gaz, ça peut aussi exploser à nouveau. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez comme à New York, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir une explosion ? Non, plus maintenant. Je parlais des premières. Parce que là, maintenant, c'est sécurisé. Alors, plus maintenant, encore une fois, je sais pas, parce qu'il peut y avoir une poche de gaz aussi, encore camouflée quelque part. Mais
en principe, il ne faut pas affoler les gens parce qu'il faut rester toujours Non, très bien calme. sûr. Et donc, du coup, en général, bon, ça, ce sont des experts. Il y a aussi détection de gaz. Hein. On parle des chiens qui reniflent. Il y a aussi des chiens qui peuvent aider à cela. Il y a des spécialistes pour voir s'il y a des gaz. Il y a aussi des détecteurs. Donc, de tout ça combiné, on peut, de manière assez intelligente, dire que voilà, maintenant, le risque est de temps. Donc, c'est pas non plus tout le temps, jusqu'à demain, après-demain. Non, c'est pas comme ça, mais c'est régulé, c'est Je sais organisé. que vous vous faites évacuer à l'instant, ce qui montre effectivement que le dispositif de sécurité est important, évidemment, sur place, puisqu'on lui demande, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, donc vous le vivez aussi en direct sur France Info, on lui demande de reculer. On avait un témoin d'ailleurs tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait des checkpoints de policiers et de pompiers. Ça montre que la situation est quand même assez tendue sur place et qu'il y a aussi des victimes. On en a parlé, il y a les victimes évidentes, il y a aussi des victimes potentielles autour et peut-être des risques à ne pas prendre en tout cas. Oui, bien sûr, il y a toujours des badauds, il y a toujours des personnes qui regardent, il y a aussi des personnes impliquées qu'on dit qui peuvent errer un petit peu après, hein, vous savez, qui sont partis peut-être, et il ne faut pas négliger le côté psychologique des choses, à long terme, à court terme. Ça aussi, c'est important. Vous savez, on parle d'errance, mais c'est d'une errance, si vous voulez, un peu dans la nature, j'avais vu ça dans des catastrophes, mais aussi une errance intellectuelle, parce que après, on est un peu dans le vide, vous voyez, donc il faut aider ces personnes. C'est pas seulement le bras coupé ou la brûlure, bien sûr, mais aussi il y a le reste dont il faut prendre en charge. Il faut aussi faire attention à ça, non seulement pour les victimes, mais aussi pour les secouristes, parce que c'est pas toujours facile de voir des choses de cette sorte-là. Donc tout ça combiné, c'est quelque chose c'est une chaîne, encore une fois, qui est formidable, parce que toute la population s'entraide. Et en France, je crois qu'on a des très bons outils qui sont entre les sapeurs-pompiers, le SAMU, et puis la population, évidemment, qu'il faut entraîner aussi. Et s'il y a un petit message à donner aussi pour les personnes, moi, je pense personnellement qu'il peut y avoir des étincelles qui a provoqué ça, avec une poche de gaz, parce qu'on a dit boule de feu, premier, deuxième étage, rez-de-chaussée, des débris qui partent, on a vu de la fumée, tout ça corrobore un peu cela. Bon, on ne peut pas le dire de manière certaine, mais en tout cas, on peut dire aussi, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre chaîne, c'est-à-dire quand vous sentez le gaz, etc., il est interdit d'allumer et d'éteindre quoi que ce soit. Bien sûr. Parce que l'étincelle... C'est bien de rappeler. Voilà, mais c'est un peu ça aussi. Même les lumières. Spéciales et tout, vous ici, etc., faites quelque chose d'utile. Peut-être que vous allez éviter quelque chose d'autre après et que les enfants aussi fassent attention. C'est aussi notre mission. Voilà, exactement. Voilà, c'est notre mission. D'abord, concernant le bilan qui évolue depuis tout à l'heure, on le rappelle, 37 blessés, donc 4 en urgence absolue. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin tout à l'heure. D'abord, en urgence absolue, qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est une graduation. Vous savez, quand on fait en médecine de catastrophe, ça veut dire que ce sont des urgences où le pronostic vital est engagé et qu'il faut absolument les évacuer le plus vite possible en premier ou les soigner en premier. Et puis on peut voir aussi, je voulais juste là, parce que vous avez votre image, n'oublions pas juste l'observation, c'est très important, que vous voyez, il y a des poutres en bois, parce que ce sont des maisons qui sont un peu relativement anciennes, donc quand il y a eu le feu, et que ces poutres brûlent, ce ne sont pas des armatures forcément en béton ou métallique. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque d'éboulement aussi par la suite, pas seulement maintenant, et que ça peut un peu bouger et pas faire tomber encore quelques, je dirais même pas gravats, ce sont des blocs de pierre, comme vous constatez par exemple le dernier appartement que vous voyez. Pour répondre un peu plus à votre question précédente, c'est effectivement d'abord repérer les endroits. Donc le chien est un ami, un allié. Deuxième chose, c'est le poste médical avancé, l'aide, médecins et pompiers qui peuvent déterminer un tout petit peu les choses. Les bruits aussi, c'est pour ça que le silence est important aussi. Comme vous pouvez faire la comparaison avec le sous-marin qui a je pensais à ça. À des centaines de mètres, voilà, oui, qui est sous l'eau. Donc simplement ça, peut-être qu'il a une main, quelqu'un a un pied, quelque chose. La nuit, du coup, ça peut favoriser aussi d'une certaine façon. Il y a moins de monde à l'extérieur, moins de nuisances sonores. Le soir, on repère beaucoup plus. Même si c'est la fête de la musique. Oui, bon, mais effectivement, là, c'est pour ça qu'il y a un quartier, il y a un périmètre de sécurité de plus en plus pour qu'on puisse entendre. Et puis, il y a des vibrations. Et puis, effectivement, le chien peut travailler un peu plus tranquillement plutôt que dans la cohue. Et puis, donc, ces personnes détectées, il faut déblayer et les ramener le plus rapidement possible. Donc, ces postes médicaux avancés qui sont là, ils essayent de trier un tout petit peu au départ. Ouais. Donc, on appelle ça, c'est pas un terme péjoratif, c'est plus pour regarder quel est
le patient, le malade, qui en a besoin immédiatement de l'urgence absolue aux urgences relatives et autres. Et puis aussi les gens qui sont autour, d'en prendre en charge le côté psychologique des choses, qui est très important aussi. L'errance et aussi des syndromes de blast, comme on dit, c'est-à-dire l'explosion aussi peuvent toucher les organes internes. Ça peut se révéler quelques heures après. Donc, vous voyez, c'est pas Quels juste... sont globalement tous les traumatismes et toutes les blessures auxquelles les médecins vont être confrontés? Ils sont souvent assez typiques et connus, puisque, en fait, c'est le damage control, c'est-à-dire c'est les traumatismes. Mais là, en l'occurrence, je vous avais parlé aussi du feu, c'est-à-dire les brûlures. Et c'est très, très impressionnant d'avoir les deux. Pour les tremblements de terre, par exemple, quand ça arrive, on est très embêtés dans certaines villes où on sait qu'il y a plein de tuyaux de gaz n'importe comment. Et donc, quand ça va exploser, quand ça va se tomber, il va y avoir des éclats, des métaux qui vont frotter et faire des étincelles. Et donc, à ce moment-là, c'est la catastrophe complète. C'est-à-dire, on aura la brûlure, le traumatisme, les crush syndrome, les blasts, tous des problèmes de traumatologie. Et c'est pour ça que le SAMU et le triage fait par les SMUR et les postes médicaux avancés vont dire quel patient envoyer au bon endroit, et non pas surcharger seulement un seul hôpital, pas forcément qui est. Et là, c'est le cas ce soir. Ce ne sont pas forcément les hôpitaux les plus proches. C'est pas forcément, par exemple, Cochin qui est à côté, qui va recevoir tout le monde, parce que peut-être, je dis n'importe quoi là pour juste présenter les choses. S'il n'y a pas de service de brûlé, qu'on a un grand brûlé, on ne va pas l'envoyer parce que c'est à 10 mètres. On va l'envoyer à un service de brûlé qui est peut-être à 1 km. Bon, là, visiblement, ils ont été à l'hôpital Percy, si j'ai bien compris. Exactement, parce qu'il y a un service polytraumatisé et de brûlure également. Et il y a d'autres services. Après, il y a les autres, il ne faut pas surcharger sur un seul. Et donc, c'est le rôle principal du triage du SAMU, qui est un organe magnifique qui peut, justement, de manière militaire, il faut que ça soit militaire, trier, diviser et pouvoir évacuer les gens. Docteur, est-ce qu'il y a aussi un travail de prévention à faire aussi ce soir? Oui, c'est gentil de me poser cette question-là, parce que je vais insister pour ça, parce que il y a deux raisons. D'une part, nos tâches à tous d'essayer d'améliorer les choses au jour le jour par l'expérience que nous avons des problèmes et que nous subissons, notamment dans les catastrophes, dans les accidents. Et deuxième chose, c'est le moral des troupes, si je puis dire, des gens qui ont assisté ou qui se disent « nous ne faisons que subir », alors qu'on pourrait dire « non, nous ne subissons pas, nous avons scientifiquement, nous essayons de vous expliquer ce qui s'est passé, notamment aux jeunes enfants qui ne peuvent pas comprendre, vous voyez, un problème qui s'est passé comme ça, on leur tombe dessus ». Bon, là, heureusement, il n'y a pas eu beaucoup, mais disons que même s'ils le voient à la télévision, ils peuvent être choqués et se dire « oh là là », et donc être effrayés, même en s'endormant ce soir. Alors, il faut leur dire non, c'est un incendie, ça peut arriver, il y a des explosions qui peuvent arriver, il y a des catastrophes naturelles qui peuvent arriver, mais scientifiquement, il y a une raison. Cette raison, vous pouvez l'améliorer, c'est-à-dire quand il y a un endroit où vous sentez de gaz, n'éteignez pas et n'allumez pas juste l'interrupteur, par exemple, ou ne fumez pas, ça serait encore plus stupide. Et donc, voilà, ce sont des petites choses comme ça que moi, j'essaie toujours de faire, même quand il y a, par exemple, un accident de sport, vous le dites, quand quelqu'un se casse la jambe ou une entorse, vous le faites. Eh bien, quand il y a une catastrophe naturelle aussi, il faut le faire. C'est même plus important que de dire, il faut mettre des petites chaussures bien épaisses quand on fait du basket, par exemple. Ça, bon, parfois on s'intéresse même plus à ça qu'à ces choses-là, qui sont fondamentales pour qu'une société devienne plus mature d'un point de vue de secours, notamment, par exemple, je pense de nouveau aux gestes cardio-respiratoires, par exemple les massages cardiaques, etc., où on est un peu en retard, mais je sais que beaucoup d'écoles vont faire le nécessaire et vont améliorer notre système de santé et de secours. C'est très important ce qui a été dit, d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne en fait la prévention des risques au niveau de la sensibilisation et de la préparation des populations à ce genre de risque. Et ça, c'est un peu grave. Dans les écoles d'ingénieurs, oui, mais c'est toujours pas un tronc commun dans les écoles d'architecture. Je veux dire, fallait pas faire c'était pas pour faire du sensationnalisme du tout, c'était pour expliquer que, là, il y a des cas où on peut rien faire, bien entendu. Les accidents, c'est des accidents. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prévenir, qu'il ne faut pas s'améliorer, notamment pour les tremblements de terre. Je crois qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps, en France. C'était en Bretagne, je crois. On ne s'attend pas. Est-ce que tous les Bretons, par exemple, savent ce qu'il faut faire pour un tremblement de terre?
Je suis pas persuadé. Bon, après, je vous explique encore une fois que il y a des choses qui arrivent et on ne peut rien faire malheureusement. Il y en a qui croient pas à certaines fatalités, mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut toujours améliorer les choses et ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer à l'école. On retrouve tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Lise Vogel. Lise, les recherches vont se poursuivre toute la nuit. Vous le voyez, il y a toujours un périmètre de sécurité qui existe autour de la zone du sinistre, avec des riverains qui désormais ne peuvent accéder à leur domicile qu'au compte-gouttes, accompagnés par les forces de l'ordre et pour récupérer des médicaments. C'est bien sûr pour la sécurité de ces habitants parce que autour de la zone de l'explosion, on nous explique qu'il y a des risques d'effondrement. Donc voilà, il y a l'enjeu de pouvoir continuer les recherches et retrouver les personnes possiblement coincées dans les décombres, mais aussi celui de continuer à sécuriser cette zone qui reste évidemment fragile et possiblement dangereuse. Merci beaucoup Lise, merci à vous également Ney, merci Docteur Ali Afjay d'avoir été avec nous ce soir. Merci Boris Veliachev, merci également à Bertrand Wekel, ancien pompier qui était en direct avec nous ce soir. Vous restez bien sûr avec nous, l'information se poursuit, on continuera à vous informer ce soir et demain sur cette explosion donc, qui a eu lieu en plein cœur du 5e arrondissement de Paris aux alentours de 17h. Aujourd'hui, les recherches continuent, se poursuivent pour retrouver 2 éventuels survivants.